Merci. Thank you for Merci d'être là. Je suis désolée, mon français s'arrêtera à ce stade. Je voudrais tout d'abord remercier mes collaborateurs. Je vais présenter beaucoup de résultats qui viennent l'objet de publications. Il s'agit de mes collègues Michigan, Georgia State et de quelques autres universités dont les noms sont mentionnés ici. Vous pourriez vous demander pourquoi je commence par cette photo. Je pense que c'est l'une des plus belles de l'astronomie. Elle vient de Hubble. Il s'agit d'une vue très profonde. C'est lorsqu'on regarde une partie du ciel pendant quelques semaines, on voit tout ce fond noir qui se remplit de lumière. On voit des galaxies, pas uniquement des galaxies proches, mais aussi des galaxies éloignées. Il semble un peu injuste qu'avec un télescope relativement petit, 2,4 mètres, c'est la dimension de Hubble, c'est ce qu'on a eu sur Terre pendant environ 100 ans. Et avec ce télescope relativement petit, on peut voir ces galaxies qui sont en bord de l'univers. Ce ne sont pas des points comme des objets. On voit des structures, on voit des spirales, on voit des preuves de leur formation. Et lorsque je dis étoile, en fait, je dis qu'il s'agit effectivement de quelque chose que l'on veut étudier. La plupart des cieux n'ont pas d'étoiles, ils ont juste ces galaxies en toile de fond. Donc il y a deux vues différentes de l'univers. Soit on est dans un univers qui est très rempli ou très vide. Et du point de vue de la perspective remplie, on a des galaxies et pour les quantifier, on peut comparer par exemple la taille des galaxies, la taille naturelle, et jusqu'à X échelle pour trouver une autre galaxie à partir de la première galaxie. Donc, ce rapport de distance au voisin le plus proche est un moyen de mesurer la taille de l'univers. Pour la galaxie comme la Voie lactée, il faut 4 rayons de galaxies avant que l'on trouve notre voisin le plus proche, comme Andromède par exemple. Pour les étoiles, elles n'occupent quasiment aucun volume dans l'univers. Si vous voulez voir l'étoile la plus proche du Soleil, il faut aller à 4 millions de rayons stellaires. Pour montrer à quel point l'espace est vide, vous avez probablement appris que la matière solide, c'est essentiellement de l'espace vide, et que les noyaux, l'atome est un espace vide avec un atome qui est entouré d'électrons, mais c'est relativement occupé par rapport à l'espace entre les étoiles. Ainsi, pour un noyau, pour une matière solide, il faut 100 000 rayons de noyau par rapport à 40 millions. Donc, même la galaxie est dépourvue de matière solide. Donc, et ces rapports peuvent être transformés, convertis en angles. Cela nous permet de savoir où se trouve notre voisin le plus proche dans notre galaxie. Il s'agit d'un degré, c'est la taille d'Andromède, grosso modo. Et si c'est une star, une étoile, et il faut aller à 0,000001 degrés, ce que l'on mesure en secondes d'arc, dont 5 milliards de secondes. Donc, il faudra garder ces chiffres à l'esprit pour les planches suivantes pour essayer de voir si les technologies modernes nous permettent de mesurer cela. Vous avez entendu parler d'autres résolutions par les autres conférenciers de ce cycle de cours. Et puis, on peut revenir à l'équation de diffraction classique. La résolution du télescope ou de l'interféromètre est liée à la longueur d'onde de la lumière divisée par la taille du télescope, ce qui nous donne l'angle de résolution et qui ne sera pas rendu flou par la diffraction. Et si l'on revient à l'étoile précédente, donc 5 milliards de secondes pour une étoile, l'étoile la plus proche, il nous faudrait un télescope qui serait de 40 millions de longueurs d'onde. En fonction de la longueur d'onde, ça peut être de la taille de la Terre ou de la taille d'une vallée ou d'un vallon.
Donc on est à 40 millions minimum pour pouvoir être en mesure de mesurer les éléments de surface stellaire. Alors si l'on accumule toutes les technologies disponibles, vous avez Hubble qui est à 2,4 mètres de diamètre, soit une longueur d'onde assez importante. On est encore à un facteur de 10. C'est encore trop brutal, trop grossier pour avoir un détail. Et vous avez ensuite l'observatoire de Keck, qui est un télescope terrestre avec une longueur d'onde plutôt bonne, 6,1, 34 millisecondes d'arc. Et puis, pour avoir une résolution suffisante, il faut aller dans les ondes radio. Le meilleur interféromètre, un télescope qui couvrirait l'ensemble du globe. Donc, ce serait des dizaines de milliers de kilomètres avec une longueur d'onde d'1 centimètre. Et avec ce type de système, on a une très bonne résolution avec quasiment 1 milliard de longueurs d'onde dans cet interféromètre. Malheureusement, les étoiles mettent peu d'énergie dans les radios. Donc, même si cet interféromètre peut exister et peut mesurer les étoiles, il n'y a pas suffisamment de sensibilité pour détecter des étoiles standards comme le Soleil. Il faudrait qu'il y ait une activité magnétique particulière, comme une éruption solaire, par exemple, pour pouvoir détecter quelque chose. Donc, il faut qu'on ait un interféromètre qui serait de plusieurs centaines de millions de longueurs d'onde, mais on ne peut être que dans l'interférométrie, dans les ondes, dans le spectre de lumière. Donc, vous avez VLBA qui couvre l'ensemble de la planète et nous allons changer la longueur d'onde pour aller dans le visible par un facteur de 10 000. Et pour préserver cette résolution de centaines de longueurs d'onde, il faut pouvoir zoomer par un facteur de 10 000. Et c'est là que l'on va atteindre les limites de diffraction. Donc, une puissance de 10, 2, 3 et 4 à 10 000. Et nous, on est à l'échelle d'une montagne, Mount Wilson, qui est dans les environs de Los Angeles. Et vous avez ici les télescopes qui sont utilisés par l'interféromètre de Chara avec quasiment la même résolution en termes de longueur d'onde comme l'interféromètre VLB1, mais aujourd'hui, on travaille à l'infrarouge et dans le visible. Donc voilà une vue aérienne. Il s'agit du fameux télescope qui se trouve sur le mont Wilson. C'est 100 ans de découverte spatiale. Et puis, vous avez des petits télescopes d'environ 1 mètre qui composent l'interféromètre Chara. Vous voyez les tuyaux qui permettent de récupérer la lumière et de les réfléchir et de les renvoyer vers ce grand bâtiment. Il y a un retard de ligne avec ensuite interférence. Alors, qui a construit cet observatoire? Ce n'est pas moi. L'interféromètre de Chara a été construit par le chercheur principal Hal McAllister et les professeurs de l'Université de l'État de Géorgie. Il a été fondé par l'État de Géorgie, par la Fondation nationale de la science et la Fondation Keck. Et puis, il y a eu d'autres groupes qui ont contribué par leur expertise, notamment en instrumentation, les caméras, et tous les éléments nécessaires pour la recherche scientifique. Donc, et outre l'Université de Michigan, vous avez l'Observatoire de Paris à Meudon, l'Observatoire de Nice aussi, qui sont des partenaires très actifs et qui ont contribué au développement d'un grand nombre d'instruments et à la publication d'un grand nombre d'articles. Et Chara a la résolution la plus importante au monde. Vous avez entendu parler du VLT qui se trouve au Chili, dont l'association ESO européenne s'occupe. Et il y a beaucoup de télescopes associés là, mais en ce qui concerne l'efficacité, il n'y a pas la même ligne de base parce que il y a une limitation de taille, alors que Chara a 2 à 3 fois la ligne de base et puis peut fonctionner à des longueurs d'onde plus courtes dans le spectre du visible. Donc on peut avoir une meilleure résolution qu'avec le VLTI.
mais il ne peut pas voir les petits objets parce que les télescopes plus petits, mais pour les objets plus brillants, il peut bien les observer et voir un certain nombre de détails. Alors, pour revenir au contexte, on a commencé à obtenir les premiers résultats des travaux de recherche en 2005. Un petit problème de pointeur laser qui n'a plus de piles. On dépend beaucoup des batteries et des piles de nos jours. Mon apport à ce travail est l'étude sur l'instrumentation. Est-ce que nous avons fait avec le MERC, Michigan Infrared Combiner? Il associe l'ensemble des télescopes simultanément. Beaucoup d'interféromètres associent 2 à 3 télescopes ou n'en ont que 2 qui fonctionnent simultanément ensemble. Et nous, on en a 6 avec Shara, ce qui est quand même le plus puissant des interféromètres. Il a donc la capacité exceptionnelle de faire de l'imagerie. L'élément clé ici, c'est qu'il faut qu'on ait autant de télescopes que possible pour simuler les capacités d'un télescope complet. Et nous reprenons donc la lumière qui vient de chaque télescope et comme il y a un retard, on va focaliser la lumière sur une fibre monomode et ensuite il est possible de transporter la lumière et de la réarranger en trame ici. Vous avez ici cette rame de micro lentilles et ces faisceaux de lumière vont ensuite se croiser pour former une interférence à ce point. Ensuite, on passe par un spectrographe et on va disséquer ces franges à différentes longueurs d'onde et mesurer toutes les lignes de base possibles dans cette trame. Voici donc cette plaque en silicium avec les fibres monomodes qui permettent de canaliser la lumière. Je pense que le premier sujet dont vous avez entendu parler, c'est l'imagerie d'étoiles qui sont différentes du Soleil. On en sait beaucoup sur le Soleil parce que c'est notre voisin immédiat. Il y a beaucoup de satellites qui sont en orbite autour du Soleil. On peut faire des zooms, des plans rapprochés du Soleil à des niveaux qu'on ne peut pas avoir pour les autres étoiles. Et l'idée ici, c'est d'explorer des étoiles différentes parce qu'on n'a pas de bonnes mesures et la théorie des étoiles est beaucoup moins robuste lorsque l'on commence à étudier des étoiles différentes du Soleil. Et il y a beaucoup d'étoiles qui sont en rotation rapide. Et elles sont tellement rapides qu'elles ont un bulbe à l'équateur au point où elles sont à la limite d'éclater, ce qui est complètement du Soleil. Le Soleil a des cycles de 3 semaines approximativement en fonction de la partie du Soleil dont on parle. Et ces étoiles ont des révolutions de 12 heures. Donc des révolutions biquotidiennes, elles sont à rotation extrêmement rapide par rapport au Soleil. Donc ça, on le sait depuis une centaine d'années, depuis que les spectrographes ont mesuré ça par effet Doppler. Lorsque l'on est à des centaines de kilomètres par seconde et que l'autre partie de l'étoile s'éloigne à plusieurs centaines de kilomètres par seconde, on a pu l'observer par les tout premiers spectrographes. Et puis, von Zeipel a émis une série d'hypothèses avec des articles publiés en 1924 faisant des prédictions sur ce que l'on pouvait imaginer voir à la surface de ces étoiles. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a ce bulbe de l'équateur comme Jupiter et d'autres qui ont cette proéminence à l'équateur, Jupiter et Saturne, donc avec un espèce d'aplatissement, contrairement au Soleil qui est quasiment une sphère parfaite. Et puis, il y a un effet qui avait un assombrissement gravitationnel. C'est-à-dire que si l'équateur s'éloigne de 20 à 30% par rapport au centre de l'étoile, d'où vient l'énergie, le gradient thermique va baisser et la température va être plus froide. Donc, il avait défini, selon sa théorie, la différence de température entre l'équateur et les pôles et il a appelé ça l'assombrissement gravitationnel parce qu'il pensait que la gravitation était inférieure à l'équateur en région de la force centrifuge. Et puis, il y a cette question ouverte. On ne sait pas exactement ce qui se passe
sur ces rotateurs rapides qui vieillissent et qui évoluent lorsqu'ils consomment de l'hélium et de l'hydrogène et qui changent de vitesse et de température. On ne sait pas véritablement ce qui se passe en termes de distribution. On pense que les étoiles peuvent tourner comme un organe solide et qu'elles ont une régularité dans leur évolution, mais lorsqu'il y a une contraction du cœur de l'étoile, il y a une rotation de plus en plus rapide. Et cet élan de contraction signifie que pour les couches extérieures de l'étoile, elles sont plus lentes lorsque l'étoile devient plus lumineuse et vous avez une espèce de couple de deux forces qui s'exercent à l'intérieur de l'étoile. Et ça, c'est une leçon de modestie pour nous parce qu'on ne comprend pas tout à fait ce phénomène. On commence encore à découvrir des éléments sur le Soleil dont les théories finalement s'avèrent fausses. Lorsqu'on a pu mesurer par véritable héliosismologie ce qui se passait sur le Soleil, on a découvert que certaines de nos théories étaient fausses. Eh bien, si on s'est trompé sur le Soleil et qu'on a découvert ces erreurs il y a 10 ans, imaginez à quel point on a pu commettre des erreurs au sujet des étoiles qui sont complètement différentes du Soleil. On utilise des codes de calcul pour les supernovas, pour les étoiles en explosion et on est obligé d'émettre des hypothèses pour savoir ce qui se passe sur ces étoiles lorsqu'elles vieillissent. Donc, on commence à tester nos modèles par rapport à ces divers modèles. Et l'un des éléments intéressants, c'est ce que l'on utilise par le diagramme HR, le Hertzsprung-Russell. Et on étudie les étoiles pour connaître la température, pour voir si c'est une étoile lumineuse ou brillante. Et par nos modèles informatiques, on peut voir quel est l'âge de l'étoile. Mais comme vous pourrez le voir, si l'on tient compte aussi de la rotation aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'on s'est peut-être trompé sur ces questions-là. Donc voilà pour l'histoire. La rotation rapide, comme je vous l'expliquais, cela fait longtemps qu'on l'observe par spectroscopie. Une ligne spectrale sur une étoile sera plus grande parce qu'il y a une partie qui s'éloigne et une autre partie qui s'approche de nous. Et même certaines étoiles qui semblent ne pas être des rotateurs rapides présentent des bizarreries. Lorsque je parle d'étoiles chaudes, c'est-à-dire qu'elles sont plus chaudes que le Soleil, 8000 degrés, 9000 degrés Kelvin, contre le Soleil qui est à 6000 degrés Kelvin, avec 100 km par seconde approximativement de rotation. C'est notre définition du rotateur rapide. Vega, la célèbre étoile Vega, est une étoile standard à bien des égards. Elle a été étudiée depuis très longtemps avec une magnitude de 0 à chaque longueur d'onde. Donc c'est une référence pour les observateurs visuels pour définir la luminosité d'une autre étoile par rapport à Vega. Vega est très connu en astronomie. Et lorsque l'on a mesuré son spectre, on a découvert qu'il y avait des lignes très étroites. Donc ce n'est pas un rotateur rapide. C'est une étoile chaude à rotation lente. Mais lorsqu'on a étudié ça plus en détail, en général, ces étoiles ont des profils en parabole, cette forme que vous voyez ici sur le diagramme. Mais Vega a une ligne spectrale qui est aplatie au fond ici, comme vous pouvez le voir. Et là, c'était un mystère. Mais l'idée qui permettrait de résoudre cette énigme, c'est qu'en fait, Vega était un rotateur rapide, mais orienté de telle sorte que ses pôles étaient en notre sens. Donc, elle est sur le plan du ciel, donc on ne voit pas cet effet Doppler. Ça semble donc plus étroit, donc ça donne l'impression que l'étoile n'est pas rotateur rapide, mais ce n'est qu'une projection. Et là, ceci viendrait d'un équateur assez sombre et d'un assombrissement gravitationnel. Voilà pour l'hypothèse. Hypothèse assez audacieuse dans les années 80-90
qui était que Vega avait peut-être mal interprété pendant le siècle qui l'avait précédé. Et avant l'observation de Vega, la première étoile qui a été mesurée en tant que rotateur rapide par interférométrie, on a vu que ce n'était pas une étoile circulaire, c'était Altaïr. Autre étoile très connue du triangle d'été, c'est un rotateur rapide à une centaine de kilomètres par seconde par effet Doppler. Donc on sait que c'est un rotateur rapide. Et l'interféromètre Palomar a mesuré que sur une de ces dimensions, l'étoile était 14% plus longue que dans l'autre direction. Il n'a pas été possible de faire une image, on a juste mesuré dans un sens puis dans un autre sens avec chronographique et on a produit un modèle pour essayer de comprendre ce que sa forme pouvait être. Donc voilà pour le modèle avec cette structure en gris que vous pouvez voir pour le modèle. Et puis on a fait la même chose avec Vega. Et l'on a découvert que deux groupes différents avec des interféromètres différents, des longueurs d'onde différentes ont découvert exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire que Vega est très circulaire. Donc, elle ne ressemble pas à un rotateur rapide, mais les bordures de l'étoile sont extrêmement sombres, beaucoup plus que ce que l'on pourrait imaginer pour une étoile qui n'est pas un rotateur rapide. Et c'était tout à fait cohérent avec cet effet d'assombrissement gravitationnel. Deux groupes de chercheurs, deux méthodes différentes avec des résultats similaires. C'était que Reta était à 91% de limite, mais ce n'est qu'à une 5 degrés. Elle est à 5 degrés d'axe par rapport à nous, ce qui confirme ce que d'autres chargés d'études spectroscopiques nous disent depuis 25 ans. Donc Vega n'est pas une étoile à rotation rapide. Et dans le milieu des années 2000, on a essayé de pousser cela un petit peu plus loin en utilisant ces modèles, bien entendu, parce qu'on a peu d'informations à notre disposition. Il s'agissait d'abord de produire des images avec le peu d'hypothèses dont nous disposions. Et c'est important parce que beaucoup des théories sous-jacentes à ces étoiles sont mal comprises. Il est vrai que pendant longtemps, et même encore maintenant, on utilise les modèles de 1924, ce qui vous donne une idée des faibles progrès que nous avons accomplis. Je suis certaine que Seipel était très intelligent, mais il y a peu de théories des années 20 qui sont encore valables en astronomie stellaire aujourd'hui. Mais en fait, on n'avait jamais pu éprouver ces théories. Donc, 90 ans plus tard, on est enfin en mesure d'éprouver, de tester les premières théories qui avaient été émises au début du XXe siècle. Un certain nombre de chercheurs, notamment un groupe important de Toulouse, a travaillé avec des modèles informatiques très puissants pour essayer de résoudre les problèmes physiques, par exemple avec des modèles gaz-hydrogène que l'on lance en rotation, mais de l'énergie au centre, on le fait tourner. On essaye d'étudier l'hydrodynamique et on s'imagine qu'avec nos superordinateurs, on va pouvoir attendre quelques semaines, avoir la réponse à nos questions, mais encore on ne parvient pas à simuler complètement cet angle maximum et quelles seront la distribution des forces et quel sera le modèle hydrodynamique. Et encore à ce stade, on n'arrive pas à prédire cela. Et ce n'est qu'en changeant légèrement nos hypothèses que l'on peut imaginer que l'étoile va avoir une rotation plus rapide à l'équateur qu'au pôle, avec des rotations différentielles, ce qui est le cas du Soleil, par exemple. Donc, certains modèles peuvent prédire que Vega va avoir une rotation différentielle. D'autres disent que c'est pas le cas. Donc, la physique, les phénomènes physiques ne sont pas encore complètement compris et il nous faut encore davantage d'observations pour que nos modèles évoluent dans le bon sens. Donc, les images que je vais vous montrer vont essayer d'éprouver les hypothèses par rapport au modèle. Et vous allez voir la première image d'une étoile de la séquence principale.
Outre le Soleil, bien entendu, des images ont déjà été faites de géantes rouges qui sont des centaines de fois plus grosses que les étoiles normales. Et il y en a pour certaines où il est possible de le faire sur un télescope, de les mesurer sur un télescope. C'est le cas, par exemple, de Betelgeuse, qui a été mesurée dans les années 20 et qui est la plus grande de toutes les autres étoiles. Mais bon, on a essayé de prendre une étoile comparable au Soleil, de séquence principale, chaude, Altaïr, donc qui est très proche, rotation rapide. Et voici l'image que nous avons produite, que nous avons obtenue avec le rayon du Soleil ici en bas. À titre de comparaison, vous y allez une forme allongée dans un sens, un peu elliptique. Donc, ça, on le savait déjà. Nous avons ajouté à cela les variations de température et dans le sens perpendiculaire à l'élongation. Donc, dans le sens, ça c'est le sens équatorial et ça c'est le sens polaire. Vous voyez qu'à une extrémité, la température est plus chaude, c'est un pôle, et elle est plus froide vers l'équateur. Et à la surface, cela semble confirmer les théories de von Zeipel de 1924. Et voici le modèle que nous avons produit à partir de cette image. Donc à droite, vous avez le modèle qui serait le fruit de la théorie. Donc il y a une bonne corrélation entre les deux, du moins d'un point de vue qualitatif. Maintenant, je vais vous montrer une petite animation de cela. Il y a un autre effet que l'on appelle l'assombrissement en bordure. Lorsque vous regardez les bordures de l'étoile, vous ne pouvez pas pénétrer profondément dans l'étoile qui semble plus faible en bordure. Donc voilà l'étoile en non-rotation ou en rotation très lente, donc plus brillante au milieu avec un assombrissement en bordure. Et lors de l'accélération, alors au début, il y a peu de choses qui se passent lors de la rotation, mais à partir d'une certaine vitesse critique, vous avez ce grossissement à l'équateur et vous avez l'assombrissement de l'équateur qui est un assombrissement gravitationnel. Voilà pour notre modèle animé d'Altaïr avec quasiment toutes les 8 heures une révolution. Et voici l'image. Il y a une bonne concomitance entre les deux. Et bien sûr, nous voulons comparer ces images et ces observations à la théorie. La théorie de von Zeipel, c'est la température surfacique par rapport à la gravitation effective. Et selon lui, il y avait deux valeurs. Pour une étoile chaude comme celle-ci, on peut s'attendre à une valeur bêta de 0,25 et 0,08 pour les étoiles froides, ce qui est relativement facile à tester. On a repris nos images et on a essayé de faire cette équation et on est arrivé à 0,19, quelque part entre les deux. Donc, ce n'est pas tout à fait cohérent par rapport à ces valeurs. Et dans le premier article, nous avions évoqué les possibles raisons à cette différence. Chez Altaïr, ce qui est fascinant, c'est que l'équateur est à plus de 1000 degrés plus froid que les pôles. La différence entre une étoile de type A et une étoile de classe F, c'est une variation de température assez importante en surface. Et lorsque vous êtes à moins de 7000 Kelvin, vous avez une instabilité convective. Donc, cela montre que vous pouvez avoir ces étoiles étranges où les pôles sont chauds et l'énergie est transportée de façon radiale. Elle remplit donc les photons, mais à l'équateur peut être suffisamment froid de façon à ce que la chaleur soit transportée par convection. On n'a pas encore fait de modèle pour voir s'il y avait ces deux régimes simultanément en cours sur une étoile. Et c'est là que l'on essaye de pousser les frontières de nos recherches.
Donc, si l'équateur est si froid, il peut y avoir une instabilité convective, ce qui rendrait le modèle incohérent. Donc, on est quelque part entre ces deux extrêmes. C'est ce qui est possible. L'autre problème avec les hypothèses, on suppose qu'il n'y a pas de rotation différentielle dans nos modèles. Cela peut donc changer notre interprétation. Il peut y avoir des flux d'énergie où l'énergie des régions plus chaudes va aller vers les régions plus froides, une circulation méridienne, c'est ce qui se passe sur la Terre. Vous avez des vents thermiques qui soufflent depuis l'équateur vers les pôles et puis ils reviennent, il y a un reflux et cela change évidemment la température et la théorie de Von Zeipel ignore cette circulation méridienne et puis ensuite il y a d'autres problèmes. Et pour essayer de régler cela, de résoudre ce problème, il fallait regarder d'autres objets. Parce que selon que l'on soit vers les étoiles plus chaudes ou plus froides, les explications pouvaient être différentes. Donc, nous avons commencé avec Altaïr, qui est quelque part une étoile de type A intermédiaire. En 2009, nous avons travaillé avec Aldéramide, Alpha Cephei et Rasalag. Et en fait, c'est mon image préférée, c'est mon illustration préférée parce que c'est tout à fait au bon angle où l'on voit là où l'étoile devient plus brillante. On voit l'équateur qui est complètement caché dans cet élément sombre. Et l'année dernière, nous avons étudié des cas encore plus extrêmes, c'est-à-dire Régulus, Alpha Léonis et Beta Cassiopée, où l'on est tout à fait à l'extrême de l'étoile de type F. Avec ces étoiles, il est possible de mesurer ce paramètre bêta, donc 0,25 et 0,08 pour les étoiles froides, 0,25 pour les étoiles chaudes. Et voyons ce que nous avons. Vous avez ici la température, la fourchette de température de l'équateur au pôle. C'est pour ça qu'ici la plage est plus large avec Alpha Léo parce qu'il y a des différences de plusieurs milliers de degrés Kelvin entre les deux extrêmes. Et puis vous avez le paramètre bêta. Et la case correspond à l'erreur que nous avions dans nos mesures. Altaïr se trouve donc ici, 0,09. Et pour les autres objets mesurés, vous avez des valeurs qui sont en désaccord à 0,25 et qui diminuent lorsque la température baisse. Donc, Beta Cassiopée est à peu près selon Céline, peut-être parce qu'il y a une convection à l'équateur et pas au pôle, mais Alpha Léo est tellement chaude qu'il ne devrait pas y avoir de convection sur les couches de convection. Elle se trouve ici quasiment au même niveau. Donc, nous avons dit que ce n'était pas suffisant pour faire tenir l'hypothèse de Von Zeipel à un bêta 0,25. Donc, et nous ne savons pas pourquoi, mais à partir des observations, nous recommandons, et pour les astronomes qui veulent mesurer ces étoiles, nous recommandons d'utiliser cette valeur 0,19 pour la modélisation de ces rotateurs rapides. Et en fait, il y a quelques mois, peu après la publication de notre article, un autre groupe a essayé de comprendre pourquoi cette valeur de bêta était plus faible. C'est le groupe de chercheurs de Toulouse. Et ils ont légèrement changé la théorie de Von Zeipel, où ils ont dit que l'énergie ne circulait pas de façon selon les méridiens, mais selon les potentiels de l'étoile rotateur rapide. Donc, lorsque l'étoile est relativement lente, proche de 0 ici, on a la valeur de Von Zeipel parce que c'est une étoile plus ou moins sphérique et vous avez à peu près les mêmes résultats que lui à 0,25. Mais à l'accélération de la rotation, il y a une élongation à l'équateur et ce paramètre bêta diminue. Et ces chercheurs ont montré, voilà les données que nous avons repris. Donc ce sont les mêmes cases avec un axe différent, mais vous voyez qu'à 0,19, on est en cohérence avec au moins 3 de ces objets. Donc c'est une information assez intéressante à retenir. Donc c'est un revirement assez
rapide lorsque vous soumettez une théorie et que 6 mois plus tard, d'autres collègues produisent un article qui vient essayer d'expliquer ça lui aussi. Maintenant, nous allons essayer de mesurer l'orientation tridimensionnelle de cet objet. Généralement, lorsque vous voyez une étoile dans le ciel, vous n'avez aucune idée de son sens d'inclinaison. On peut la voir s'élargir, mais on ne sait pas dans quel sens elle est. On ne sait pas si elle est dans notre sens ou si elle est perpendiculaire par rapport à nous. Mais avec ces modèles, nous pouvons mesurer à peu près avec précision leur inclinaison. Et nous pouvons mesurer la température sur toute la surface. Et aujourd'hui, il est possible d'avoir la température moyenne et la luminosité de ces étoiles de type C. Vous avez des étoiles comme celle-ci. Lorsque vous regardez les pôles chauds, et vous voyez une élongation, vous pouvez imaginer que cette étoile est en fait 2 fois plus lumineuse que ce qu'elle en est, parce qu'on ne voit que la partie la plus brillante, parce qu'à l'équateur, il s'agit de la partie la plus froide. Et voyez, on voit qu'elle n'est pas aussi brillante. Donc la même étoile, regardez selon 2 perspectives. Depuis la galaxie, vous avez la possibilité de mesurer sa vraie luminosité et sa vraie température. Et ceci doit être corrigé. Comme nous avons des modèles aujourd'hui, il est possible de corriger ces valeurs. Voici donc un diagramme Échart sur la luminosité et la température des étoiles. Et voici comment on mesure les masses d'une jeune étoile qui serait ici sur cette ligne, et lorsqu'elle vieillit, elle serait autour de 2, et ensuite on part avec une luminosité qui augmente, une température qui baisse, et puis là, elle devient une géante avec la phase de combustion de l'hélium ici. Et pour Beta Cassiopée, vous savez que c'est un objet que l'on voit quasiment immédiatement. Il semblerait qu'elle se situe ici. Si on ne sait rien sur Beta Cassiopée, si on mesure uniquement par télescope, Beta Cassiopée se situe ici. Et elle se trouve hors de la séquence principale. Elle est à droite de nos lignes. Et il est possible de corriger certains paramètres, et on a pu la ramener à ce point ici. C'est sa véritable luminosité totale en tenant compte des différentes perspectives, des différents angles de prise de vie. Il y a un dernier point corrigé, et qui est la chose suivante. Si l'étoile entre en rotation, elle grossit et l'équateur refroidit. Et il refroidit plus vite que s'il n'était pas en rotation en raison de cet effet d'assombrissement gravitationnel. Et toutes ces grilles s'appliquent à des non-rotateurs. Donc, il faut faire comme si ces étoiles n'étaient plus en rotation. Et donc, il faut les ramener à ce que leur température serait pour que l'on puisse utiliser ces modèles. Et ce faisant, on la ramène à une température plus élevée. Et elle est dans la partie visible du diagramme. On peut donc estimer son âge et sa masse. Mais ça veut dire qu'il faut faire tout ce calcul pour retrouver son âge et sa masse. Et on aimerait bien trouver une bonne méthode pour le faire. On veut essayer de tester une série d'étoiles et essayer de voir si les théories appliquées jusqu'à présent sont correctes. Pour mesurer la masse de l'étoile, il faut qu'il y ait un compagnon. Comme ça, on mesure l'orbite, la période. Et on utilise les lois de Kepler et de Newton pour calculer la masse des 2 étoiles. Et c'est le seul moyen que nous ayons pour la calculer. Mais nous avons une nouvelle solution pour mesurer la masse d'étoiles solitaires. En fait, c'est le véritable Graal de pouvoir mesurer la masse d'une étoile solitaire qui n'a pas de compagnon, parce que sinon c'est quasiment impossible. Et lorsque l'on mesure cet aplatissement, cet allongement à l'équateur, il est possible de calculer un rapport. C'est un rapport de dimension. C'est l'équateur divisé par la valeur des pôles. Ce rapport entre la force gravitationnelle et les forces de centrifuge à l'équateur. C'est donc un rapport
Donc la gravitation par rapport à la force centrifuge. Donc on mesure l'aplatissement. Et comme nous avons un modèle, on connaît le rayon grâce à l'interféromètre. On connaît la distance grâce à la parallaxe et on connaît sa vitesse. Et donc, on connaît la vitesse à l'équateur et les raies à l'équateur. Donc, on connaît les forces en exercice à l'équateur et cela nous permet de calculer la masse. Cette méthode ne fait que commencer à être appliquée pour ces étoiles. Jusqu'à présent, ça va plutôt bien. Voici la masse pour Beta Cassiopée, 1,89 avec le diagramme Échart. Et voici les résultats avec notre nouvelle méthode, la méthode d'étude de l'aplatissement avec la mesure de la gravitation par rapport aux forces centrifuges. On est à 1,82. Mais on voudrait réduire davantage la marge d'erreur de façon à contraindre encore mieux notre modèle. Dans la dernière partie de mon exposé, je voudrais vous parler de deux cas particuliers, d'autres travaux d'observation. Avec Shara, nous sommes parvenus à mesurer pour la toute première fois un binaire en interaction et à éclipse. Il s'agit de systèmes en éclipse très célèbres chez les astronomes et celle-ci a une éclipse de 2 semaines approximativement. Vous avez donc 2 étoiles qui se bloquent alternativement donc, et l'orbite est quasiment en bordure systématiquement. Il s'agit d'un système binaire étrange. Elles interagissent, les 2 étoiles échangent de la matière, il y a un transfert de masse entre les deux. C'est difficile à voir ici, mais l'une des étoiles remplit son lobe de roche et elle perd de la masse ici à ce point d'élongation qui est transféré vers l'autre étoile. L'autre étoile étant couverte, entourée par un disque. Et c'est un système assez complexe. Voici donc une image avant l'interférométrie. Voici ce que l'on imaginait, ce que la pouvait être, avec la première étoile qui remplit son potentiel de roche, son lobe de roche, et qui transfère de la masse à son compagnon. Et nous sommes parvenus pour la première fois avec l'interféromètre à observer cette action. Donc voici 1 milliseconde d'arc, voyez. Cette étoile était allongée dans ce sens, comme on l'a vu sur les images précédentes. Elle a une forme ovoïde plutôt qu'une forme sphérique et ronde. Et voici l'étoile. En fait, ce n'est pas vraiment l'étoile, c'est le disque qui entoure le compagnon. Et comme il y a une variation tous les 15 jours, on peut produire une animation de cela. Et tout est en révolution permanente, en 1 milliseconde d'arc, ça change assez vite. Ça va très très rapidement. Donc voici notre animation de cette étoile binaire en interaction. Et vous avez l'impression que la plus faible est presque au bord de l'autre. Et c'est en fait le disque de gaz qui cache la plus grosse étoile. Et ce que l'on peut voir aussi, que c'est un système à éclipse. Et à chaque fois, les 2 orbites sont bord à bord. Nous l'avons fait pour une autre étoile qui s'appelle Algol. Je suppose que vous connaissez tous aussi Algol. C'est une étoile brillante qui est connue depuis l'Antiquité. C'est également ce sont également des binaires à éclipse tous les 4 jours. Et voici l'orbite. Ce ne sont que quelques millisecondes d'arc. Et voici notre film. Et vous voyez le retour du compagnon ici. On bloque
le point central, et puis ça refait le tour. Donc voilà pour les récents travaux qui ont analysé ces éléments. Dernier point, c'est un cas tout à fait exceptionnel. Il s'agit d'un objet tout à fait exceptionnel. Il s'agit d'Epsilon Ori. J'imagine que vous en avez tous entendu parler si vous êtes des passionnés. Pendant plus de 200 ans, on savait qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait avec cette étoile. Une éclipse, mais c'est une éclipse qui dure approximativement 2 ans. Au début, on pensait qu'elle ne se répétait pas. On a vu qu'elle était étrange. Et puis, ensuite, on a remarqué qu'il y avait une éclipse. Et en fait, elle a un cycle de 27 ans. Vous avez une éclipse très longue. C'est une éclipse à 50%, pas à 100%, pendant 2 ans. Puis, elle se répète tous les 27 ans approximativement. Il est assez difficile de comprendre ce qui se passe parce qu'on n'a pas de preuve de l'existence d'un compagnon et il y a une rotation. Donc, il y a forcément un compagnon quelque part. Donc, en fait, l'idée, c'est que Epsilon Ori a peut-être un trou noir ou un compagnon noir qui est entouré d'un disque. Et la durée de l'éclipse s'explique par ce disque, cette accrétion très très longue. Il ne s'agit pas de 2 étoiles qui s'éclipsent pendant quelques heures. Il s'agit en fait d'une étoile éclipsée par un disque. Et on ne sait pas ce qu'est ce disque, on ne voit pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas pourquoi il tourne autour. Et c'est un vrai mystère. Tous les 27 ans, c'est intéressant parce que depuis 200 ans, tous les 27 ans, vous avez des progrès technologiques, évidemment. Et si vous lisez la littérature en astronomie, et vous voyez, tous les 27 ans, tous les astronomes se ruent pour essayer d'observer la nouvelle éclipse. Mais heureusement, la technologie a évolué entre-temps. Donc, on a utilisé des films, la spectroscopie, la polarisation, on est passé à l'infrarouge. Tous les 27 ans, c'est très bien parce que vous avez une nouvelle génération de technologies, de télescopes et de systèmes radio qui sont utilisés. Donc, vous avez ici des images qui ont été étudiées par interférométrie. Donc, voilà les éclipses qui sont schématisées. En fait, il y a une fluctuation. Vous avez une petite vague ici qui est peut-être que l'étoile devient un petit peu plus brillante ou il se passe quelque chose dans l'éclipse. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et on a produit ce modèle il y a une bonne trentaine d'années. Difficile à expliquer, mais en tout cas, vous avez un disque très fin qui piège une étoile qu'on ne peut pas voir et qui éclipse Epsilon Ori, si bien qu'il bloque la moitié de l'étoile à chaque fois. Donc voilà pour la représentation schématique des années 80, avant que Photoshop vienne nous aider. Et nous étions fous d'enthousiasme à l'idée de l'observer en 2009 avec une observation internationale par tous les astronomes et on s'imaginait ici que ça allait baisser. On s'est dit on va l'observer et voilà ce qui s'est passé. On était tous prêts et voilà ce qui s'est passé. Des incendies énormes à Mount Wilson. La montagne a été quasiment complètement calcinée. À un moment donné, les pompiers ont dû même quitter le site et on pensait que sous la poussée du vent, le télescope allait être complètement détruit. Mais heureusement, la direction des vents a changé, les pompiers sont revenus. Vous avez ici une image d'un Canadair qui a arrosé la zone. En tout cas, ça nous a retardés. Ils nous ont sauvés, mais ça nous a retardés. On a néanmoins pu faire une série d'observations par l'interféromètre. Donc voilà, dès la fin de l'incendie, on s'est rejeté sur nos écrans. Donc voici l'image
de l'année précédente, antérieure à l'éclipse, avec un cercle blanc que nous avons tracé autour de l'étoile. Donc voilà pour les images dont nous disposions. Et vous avez ici ce disque qui est un peu comme le doigt de Dieu qui montre Upsilon Ori. Et puis, un mois plus tard, ça, ce sont des images de 2003. On a l'impression qu'elle est encore plus grosse. Et voilà, en février, on a une situation tout à fait unique, c'est-à-dire qu'on a quasiment un demi-cercle parfait. On n'a jamais pensé qu'on allait pouvoir observer une étoile qui aurait cette forme d'un demi-cercle, ce qui explique les données. Pourquoi cette éclipse de 50%, comme Kemp l'avait prédit dans les années 80, vous avez cette bande noire obscure qui vient éclipser l'étoile. Donc on a poursuivi nos observations, mais on n'a pas pu voir la fin de l'éclipse parce que le soleil était là. C'était pendant la journée, donc ça nous a empêchés de faire la suite des observations. Néanmoins, Brun et Koppelger ont fait un très beau travail. Et plutôt que d'en faire un film qui montrait la progression dans le temps, il a produit un modèle du disque. Et au lieu que ce soit le disque qui bouge devant l'étoile, il a inversé les rôles, il a fait bouger l'étoile derrière le disque comme s'il y avait une ombre qui obscurcissait l'étoile. Et cela nous a permis de produire quasiment une image complète du disque, avec ce disque très fin et aplati qui est donc révélé par nos observations. J'en ai quasiment terminé. Je voudrais vous dire que j'ai grandi, même en tant qu'en professeur aujourd'hui, on pensait que les étoiles étaient trop loin, que les télescopes nous permettraient pas de le faire. Et je le dis encore à mes étudiants. Mais néanmoins, les choses avancent avec Chara, avec le VLTI, avec l'interférométrie. Il est aujourd'hui possible d'observer, de produire des images, d'observer des systèmes binaires. Et ce dont vous allez entendre parler la semaine prochaine, c'est les imageries de la formation stellaire de jeunes étoiles. Et je sais que c'est Myriam Anesti qui vous en parlera la semaine prochaine. Elle vous parlera des travaux avec le VLTI qui leur ont permis d'étudier les formations stellaires. Donc merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention.